Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je suis très heureux de modérer ce nouveau webinaire de la Société française de chirurgie orale. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Baranès, qui est donc spécialiste en chirurgie orale à Saint-Mandé, en implantologie exclusive. Donc, avant d'aller plus loin et de présenter un petit peu en détail ce qui va détailler ce soir, je voudrais dire 2-3 mots de la Société française de chirurgie orale. Comme vous le savez, c'est donc la société qui regroupe l'ensemble des chirurgiens oraux en France et également à l'étranger dans de nombreux pays francophones. Donc, sur le site internet de la société, vous pouvez trouver de nombreuses informations sur la spécialité, des liens vers des sociétés scientifiques connexes, vers la revue Geomos, et puis également un certain nombre d'informations sur les recommandations qui ont été mises en place par la société au fil des ans. Je profite de cette plateforme pour vous informer de la tenue du prochain congrès de la SFCO qui aura lieu à Aix-les-Bains du 9 au 11 juin prochain, avec des thématiques autour du tissu osseux, notamment les pathologies du tissu osseux, différentes méthodes de reconstruction et bien sûr de nombreuses séances autour d'implantologie. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site de la SFCO. Et puis, je vais maintenant présenter Marc et également, à petit aparté, bien sûr, je voudrais remercier tous nos sponsors, les 3 sponsors de la soirée qui vont s'afficher juste après, je pense. Voilà, IBS Implant, Zimmer Biomet et Nobel Biocare, nos 3 sponsors qui permettent à ce webinaire de pouvoir se tenir. Alors, je vais revenir un petit peu sur notre conférencier du soir, Marc Baranès. Donc, comme je disais, implantologiste exclusif à Saint-Mandé. Dans son parcours, on peut noter qu'il est spécialiste en chirurgie orale et aujourd'hui, en plus de ses activités cliniques en libéral, eh bien, il est co-rédacteur en chef de la revue clinique et il est également vice-président de l'Académie de chirurgie guidée. Donc, c'est pour ça qu'il va nous parler beaucoup de chirurgie guidée ce soir. Marc, tu en diras plus long, mais de ce que je sais de toi, tu se sers de la chirurgie guidée à la fois statique, dynamique, et tu as intégré un flux numérique complet dans ta pratique, depuis bien sûr les étapes de diagnostic, de planification, en tenant compte à tout moment du projet prothétique final auprès des patients. Voilà, donc ce soir, tu vas nous parler du flux numérique au service de l'extraction implantation immédiate. Donc je pense que tu vas nous présenter un certain nombre d'outils numériques à la fois pour le diagnostic, pour la planification, et puis pour toutes les étapes de chirurgie, et peut-être tu vas nous montrer quelques éléments de prothèse également, j'imagine. Donc surtout pour tous ceux qui nous regardent maintenant, c'est très important de pouvoir interagir. Donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans les chats. Nous on va les colliger et puis j'interromprai éventuellement Marc de temps en temps pour poser quelques questions, pour avoir quelques précisions sur toutes les étapes des travaux que tu vas nous présenter. Voilà, donc je ne passe pas plus de temps là-dessus, je te laisse la parole. Marc, merci encore beaucoup de ta présence ce soir, et puis nous t'écoutons. Bonsoir, bonsoir à tous. En tout cas, merci beaucoup pour cette introduction. Donc effectivement, ce soir, en fait, l'idée, c'est de vous présenter la thématique de l'extraction, implantation immédiate, mais en montrant en fait l'intégration de l'ensemble des outils numériques et des outils digitaux que j'utilise au cabinet pour pouvoir approfondir, améliorer mon plan de traitement, pour toutes les étapes de planification. Évidemment, je vais beaucoup vous parler de chirurgie guidée. Alors l'extraction implantation immédiate, on peut dire énormément de choses dessus. Je vais vous faire un petit focus quand même sur la chirurgie guidée, qu'elle soit statique ou dynamique, avec des petits trucs et astuces. Et comme ce que je disais à Sylvain, c'est que je préfère éventuellement faire des petites pauses dans ma présentation et n'hésitez pas à poser des questions en live et j'y répondrai directement. Je pense que l'interaction est plus sympathique
et plus sympathique. Et donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et j'y répondrai si j'ai les réponses, évidemment. Et donc, du coup, on va démarrer donc, sur cette thématique d'extraction-implantation immédiate. Et tout d'abord, on va parler de la classification qui est admise aujourd'hui. Donc, ça fait depuis déjà 2004. Hop, juste, il faut que je me mette dessus et ça va aller. Et donc, du coup, on a différents temps pour la mise en charge de nos implants. Soit on le met donc immediate loading, c'est-à-dire qu'on va mettre en charge immédiatement nos implants le jour de la pose ou en tout cas moins d'une semaine après la mise en place des implants. Soit on le fait en early loading, donc on va attendre une semaine à 2 mois suite à la mise en place de l'implant pour mettre en charge nos implants. Ou sinon le conventionnel, c'est-à-dire qu'on va attendre plus de 2 mois après la mise en place de nos implants pour mettre en charge notre prothèse provisoire ou la prothèse d'usage. Ensuite, on a différents types de temps pour l'implantation. Donc, soit on va positionner notre implant directement le jour de l'extraction, donc c'est la thématique qu'on va développer aujourd'hui, donc extraction avec implantation immédiate. Soit on le fait en early placement, donc il y a 2 types, type 2 et type 3. On va avoir une extraction, une implantation précoce avec avec cicatrisation des tissus mous. Donc là, on est à 4 à 6 semaines suite à l'extraction de la dent. Soit donc le type 3 avec l'extraction implantation précoce avec une cicatrisation osseuse partielle. Et enfin, en dernier lieu, on a le placement tardif, le type 4. Et donc, nous, on va se focaliser ce soir sur l'extraction-implantation immédiate, donc sur le type 1. Ce qu'on sait dans la littérature, donc il y a une revue systématique de la littérature qui est sortie en 2018, qui en fait regroupe l'ensemble des études qui combinent en fait le temps de l'implantation avec le temps de la mise en charge, d'accord, et de savoir en fait quel est notre niveau de preuve sur ce type de thérapeutique. Et lorsqu'on voit, nous, ce qui va nous intéresser ce soir, on est sur le type 1, immediate placement, donc du côté gauche, sur le tableau du côté gauche. Et en loading, on va être sur l'immediate restoration loading, donc on est sur un type 1A CD. Et on a suffisamment en tout cas de preuves pour pouvoir le mettre en place au quotidien au cabinet. Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on va réaliser ces techniques d'extraction-implantation immédiate, ce qui va être fondamental pour pouvoir positionner notre implant et surtout pour pouvoir positionner notre couronne provisoire en mise en charge immédiate, c'est d'avoir une bonne stabilité primaire de notre implant. Et cette bonne stabilité primaire de notre implant, elle va être très liée au design implantaire qu'on va utiliser. On sait très bien qu'on a différents systèmes qui nous proposent de plus en plus des implants plus agressifs, en tout cas qui vont permettre d'optimiser cette stabilité primaire dans un os qui est peu dense ou dans un os ou dans une alvéole post-extractionnelle, d'accord, avec des designs implantaires, avec des spires plus ou moins larges, des implants coniques. Donc le design a une importance sur cette stabilité primaire. Ensuite, la quantité et la qualité de l'os, ça va être importante à évaluer pour anticiper la capacité de notre implant à avoir cette stabilité primaire. Et ensuite, le positionnement de nos implants, il va être très important surtout lorsqu'on réalise des extractions-implantations immédiates, parce qu'il va falloir non seulement positionner nos implants dans une situation, dans de l'os, et donc on va exploiter très souvent la partie apicale, donc au-delà de l'apex de notre racine, pour avoir un ancrage apical de cet implant, mais il va falloir non seulement positionner notre implant en fonction de nos données anatomiques osseuses, mais aussi en fonction du projet prothétique. Et donc là, les outils de planification, logiciels de planification et la chirurgie guidée va véritablement avoir un intérêt pour potentialiser le positionnement des implants et pour que ce positionnement d'implants puisse répondre au cahier des charges anatomiques, mais aussi puisse correspondre au cahier des charges prothétiques.
Donc au niveau des designs implantaires, comme je vous le disais, on a différents types de design implantaires en fonction des sociétés. En tout cas, il y a eu depuis une dizaine d'années un très grand développement dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on avait initialement des implants peu agressifs, cylindriques, qui sur un site cicatrisé étaient très favorables. Donc on arrivait à avoir notre stabilité primaire sur un site osseux cicatrisé. Par contre, comme on développe de plus en plus l'extraction et l'implantation immédiate, donc la mise en place d'implants au moment de l'extraction, il va falloir s'adapter à ces situations cliniques particulières. Et donc, on a sur le marché des implants qui vont avoir des designs plutôt coniques, avec des spires plus ou moins agressives, et qui vont nous permettre véritablement de prendre ancrage sur le peu d'os qu'on va avoir lorsqu'on réalise cette extraction-implantation et essayer en tout cas de nous garantir cette stabilité primaire. Donc la stabilité primaire, elle est très dépendante du design implantaire qu'on va utiliser. Ensuite, lorsqu'on va positionner notre implant, ce qui va être important, c'est de quantifier cette stabilité primaire. Et on a l'habitude donc de se fier au torque d'insertion finale de notre implant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a différents types de systèmes implantaires et donc on va utiliser des clés dynamométriques qui vont nous permettre de juger au moment de la mise en place de l'implant du torque d'insertion, et on a l'habitude de mettre en charge un implant au-delà de 30 newtons, 35 newtons par centimètre. Donc ça, soit on peut le régler directement, on peut le visualiser directement manuellement, ou on peut éventuellement utiliser le moteur et le régler à 35 newtons pour être sûr que notre implant a une bonne stabilité primaire, en tout cas qu'il résiste à une force de 35 newtons au vissage. On a une deuxième possibilité, en tout cas une association d'une technique qui va nous permettre de confirmer la bonne stabilité primaire de notre implant en utilisant la fréquence de résonance. Donc on va utiliser des systèmes, donc il y a différents types de systèmes qui fonctionnent de façon identique. On a des petits capteurs des transducteurs qui viennent se visser au niveau de nos implants. Ces transducteurs, on peut aussi les visser au niveau de nos piliers. Et on va, donc là on voit les petits transducteurs, par l'intermédiaire de machines, on va calculer, en fait, on va enregistrer, évaluer la fréquence de résonance. Et donc on va avoir un certain nombre de mesures. Donc on va prendre en règle générale 2 mesures par implant pour avoir une valeur qui va nous permettre de confirmer la bonne stabilité de notre implant. Et on a une échelle de valeurs de 60, de moins de 60 jusqu'à plus de 70. Et pour pouvoir mettre en place notre implant de façon sereine et surtout de pouvoir le mettre en charge immédiatement, on a l'habitude d'avoir des ASQ qui vont être au-delà de 60. Et ce qui est assez intéressant dans cette technique, c'est qu'on va positionner notre implant, on va vérifier le torque d'insertion, on va en plus vérifier la stabilité primaire de notre implant via la mesure de l'ASQ. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jour où on va pouvoir réaliser la couronne d'usage ou la prothèse d'usage, on peut reprendre la mesure de notre ASQ, et le fait que cette mesure augmente dans le temps va nous permettre de confirmer la bonne ostéo-intégration de notre implant et donc nous rassurer sur la mise en charge de nos implants. Du coup, Marc, j'aurais peut-être une première question pour toi là, par rapport à ces paramètres de stabilité. Est-ce que tu considères l'ASQ et les torques de la même façon qu'on sur des implants unitaires, ou quand justement on a un grand nombre d'implants est-ce que par exemple si tu as 6 ou 8 implants, est-ce qu'il faudra que tous les implants aient un torque supérieur à 35 newtons comme tu nous as indiqué, des ASQ élevés pour tout mettre en charge, ou alors est-ce que dans ce cas-là tu pourras envisager de tolérer des valeurs un peu plus basses pour certains implants? Alors, je pense que tout dépend des situations cliniques. Par exemple, on va dire sur le cas classique d'une incisive centrale ou latérale sur un cas unitaire, je pense que c'est important d'avoir un bon torque d'insertion, c'est-à-dire d'avoir un torque d'insertion qui soit supérieur à 35 newtons sur une unitaire antérieure, avec un ASQ qui est supérieur à 60. C'est systématique pour moi en tout cas. Si j'ai un torque d'insertion, lorsque je positionne mon implant, dès le début, donc je vais systématiquement choisir un implant qui va avoir
comment dire, un diamètre adéquat pour remplacer la dent. Mais je sais que, par exemple, moi j'utilise le système Straumann, je vais utiliser un implant qui va faire 3,75 mm de diamètre pour remplacer une incisive centrale, parce que je sais que lorsque je vais positionner cet implant, si j'ai pas suffisamment de stabilité primaire malgré le fait d'avoir adapté ma séquence de forage, j'aurai toujours la possibilité de passer sur le diamètre qui est légèrement au-dessus pour réussir à avoir ces 35 newtons. En tout cas, moi, je ne mets jamais en charge ou je ne fais pas de mise en esthétique immédiate sur des implants unitaires antérieurs si je n'ai pas plus de 35 newtons par centimètre de torque d'insertion et 60 days. Ensuite, la question peut se poser sur éventuellement une prémolaire unitaire où là, je pense on a une moindre sollicitation et on peut se permettre plus facilement de raccourcir de façon très importante la couronne provisoire et donc d'avoir une vraie sous-occlusion. Et donc, dans ce cas-là, si on est à 25 ou 30 newtons, qu'on n'a pas du tout qu'on est à ces valeurs-là et qu'on a un ASQ qui est au-dessus de 60 systématique, je considère je peux mettre en place ma couronne provisoire, mais je vais la mettre 2 mm en sous-occlusion. Alors qu'une incisive centrale, c'est très délicat parfois en fonction des situations cliniques, sauf si le patient il a une béance antérieure. Et même s'il a une béance antérieure, j'ai toujours peur de la pulsion linguale. J'ai l'impression quand même que sur les incisives centrales, il y a beaucoup plus de sollicitations dans le sens vestibulopalatin et que le patient a tendance à appuyer un petit peu avec sa langue lorsqu'il mange. Donc du coup, pour une incisive centrale unitaire, pour moi, c'est systématiquement au-dessus de 35, au-dessus de 60. Pour une prémolaire unitaire, si j'ai une stabilité de 20-25, pour moi, je mets en place l'implant et je réalise une couronne provisoire, mais avec une grosse sous-occlusion. Ensuite, on peut discuter des situations cliniques où on est sur un édentement plural. Et dans ce cas-là, j'essaye vraiment d'optimiser le design de mes implants, le positionnement des implants pour avoir systématiquement au-dessus de 35. Mais si j'ai un implant sur 6 ou sur 8 qui est à 15 newtons, 20 newtons, je vais avoir en fait deux possibilités. Si c'est un implant qui est distal, si c'est l'implant qui est le dernier sur l'arcade, je ne vais pas le mettre en charge. C'est-à-dire que je vais raccourcir ma prothèse et je vais laisser cicatriser mon implant distal. Si c'est un implant intermédiaire et qu'on est à 6 ou 8 implants et qu'il y a un seul implant qui a 20 newtons, je vais le mettre en charge avec les autres implants. Voilà, grosso modo, c'est ça. Mais je me fixe toujours comme idée d'avoir plus de 60 d'ASQ. Si j'ai moins de 60, je ne mets pas en charge. Alors après, il faut faire attention avec la mesure de l'ASQ, parce que, comme vous l'avez vu, c'est une mesure de résonance. Si on positionne un implant qui flotte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les designs implantaires qu'on a, on peut avoir un ancrage sur 3 mm au niveau de l'apex et avoir notre implant qui est pas du tout recouvert d'os à l'intérieur de l'alvéole. Et donc, du coup, lorsqu'on va prendre notre mesure d'ASQ, on peut être faussé. Parce que comme il y a on va dire, la moitié de la surface de l'implant qui ne va pas être au contact de l'os, forcément, on va avoir un ASQ qui risque d'être faible. Donc, il faut savoir aussi, je pense, apprécier et être critique sur une valeur d'ASQ basse. Moi, ça m'est arrivé parfois d'avoir des torques d'insertion à plus de 35 newtons et des ASQ qui sont très bas, qui sont en dessous de 60. Tout simplement parce que l'implant, il est un petit peu dans le vide. Donc, je pense que ce qui est important, c'est véritablement d'associer les deux et en tout cas de faire attention dans ces situations cliniques, de faire attention à ces deux-là. En tout cas, moi, je me fixe comme objectif d'avoir 35 newtons. Voilà. Et sinon, je change d'implant ou j'augmente la longueur de mon implant. Ensuite, donc, ce soir, je vais faire un focus sur la chirurgie guidée, qu'elle soit statique ou dynamique. En tout cas, la chirurgie guidée, la première étape, qu'elle soit statique ou dynamique, c'est de réaliser une planification implantaire. On a l'habitude de dire ne pas planifier, c'est planifier son échec. Et donc aujourd'hui, on a des logiciels, on a des outils qui nous permettent de superposer les fichiers d'ICOM avec nos fichiers STL d'empreinte optique ou fichiers STL d'empreinte d'un modèle qui a été numérisé au laboratoire. Et on a véritablement des logiciels qui sont faciles à utiliser et qui nous permettent de planifier, de positionner nos implants
en fonction du projet prothétique, et c'est véritablement plus que dommage de ne pas les utiliser. La chirurgie guidée, donc, statique, elle va donc nécessiter l'utilisation de, parfois, en fonction du système qu'on va utiliser, d'un guide chirurgical qui va être fixé, et ensuite on va passer l'intégralité de la séquence de forêt jusqu'à la mise en place de nos implants. En chirurgie qui peut être totalement guidée, donc là on a des porte-implants spécifiques qui vont venir se clipper sur nos implants et qui vont nous permettre de positionner nos implants au moment de l'intervention chirurgicale, comme on l'a décidé dans notre planification. Ce qu'il faut savoir, c'est que qu'est-ce qu'on peut se poser la question, c'est quelle va être la précision de notre chirurgie guidée. Il y a énormément d'études sur le sujet et systématiquement dans les protocoles d'études, on va comparer le positionnement de notre implant qui est planifié avec l'implant qui va être réellement positionné. On va calculer la déviation au niveau du point d'entrée, du point d'impact, d'accord, de notre implant. On va calculer la déviation au niveau de notre apex et la déviation angulaire. Donc, grosso modo, ce sont ces trois valeurs-là qu'on va retrouver systématiquement dans la littérature, dans les différentes études. J'ai choisi de vous montrer deux papiers. Donc là, une méta-analyse sur la précision de la chirurgie totalement guidée, qui a regroupé énormément d'études, dont une étude randomisée, 8 études rétrospectives, 11 études prospectives, 2238 implants sur 471 patients. Et on a, en termes de précision de la chirurgie totalement guidée, on va avoir une déviation au niveau du point d'entrée de 1,2 mm, apicale de 1,4 et une déviation angulaire de 3,5 degrés. Ce qui paraît quand même assez fou, parce que 1 mm ou 1,2 mm de déviation lorsqu'on pose un implant pour remplacer par exemple une incisive centrale ou une prémolaire, c'est quand même énorme. Le souci qu'on a, c'est que dans toutes ces études, en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été mélangées, qui ont été confondues pour avoir ces données-là. Et hélas, aujourd'hui, lorsqu'on regarde en détail tous ces protocoles, toutes ces études, il y a énormément de différences de protocoles en termes d'analyse de la déviation. Il y a des analyses de déviation qui se font en comparant le cone beam préopératoire et le cone beam post-opératoire, en sachant que le cone beam post-opératoire, normalement, il n'a pas lieu d'être, quoi. Et on peut avoir des difficultés de lecture au niveau des radiographies pour calculer de façon excessivement précise ces déviations. Donc, les résultats de ces méta-analyses sont quand même un petit peu, à mon avis, à remettre en cause. Donc là, je passe rapidement sur ça et je vous montre juste une étude qui, moi, qui semble être intéressante. En tout cas, c'est une étude contrôlée randomisée. Il n'y en a pas énormément en chirurgie guidée, qui compare la précision de la chirurgie à main levée, l'utilisation du forêt pilote. Donc, on va utiliser uniquement le forêt de 2 mm guidé et ensuite, on va passer notre séquence chirurgicale classique et la mise en place de l'implant classique. Et la chirurgie totalement guidée, c'est-à-dire qu'on va réaliser l'intégralité de l'ostéotomie jusqu'à la mise en place de l'implant en chirurgie guidée. On a des patients avec des édentements partiels qui nécessitent plus de dents dans les régions postérieures maxillaires et ils vont être randomisés en 3 groupes, donc soit forêt pilote, soit chirurgie totalement guidée, soit full guided. Et on va avoir 3 groupes qui vont être plutôt homogènes. Et au niveau des résultats de cette étude, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'au niveau de la déviation, au niveau du point d'impact coronaire, donc c'est le CGD là, on a une nette diminution quand même de cette valeur du point d'impact à 0,73 mm. Donc quand même, on est en dessous du millimètre, ce qui est quand même plutôt appréciable lorsqu'on réalise du full guided. Et pour la déviation apicale, on est aussi en dessous de 1 mm. Et ce qui est assez intéressant dans cette étude, c'est de voir la déviation angulaire qui est véritablement faible, très faible, lorsqu'on réalise la chirurgie full guided, totalement guidée. Et lorsqu'on compare la main levée avec le forêt pilote, finalement, on a
des valeurs de déviation angulaire qui sont assez proches. Moi, ça ne m'étonne pas ce type de résultat. Pourquoi? Parce que, avec des implants qu'on utilise justement pour les extractions implantations immédiates qui ont des spires qui sont assez agressifs, ce sont des implants qui ont un potentiel de déviation au moment de la mise en place qui est assez important. Parce que très souvent, en fait, on va sous-forer. Donc, on va se retrouver, on va positionner notre implant on ne va pas vraiment être guidé par notre forage. Et donc, au moment de la mise en place de notre implant, on peut avoir une déviation angulaire qui va être très importante. Et c'est pour ça que moi, dans les situations d'extraction implantation immédiate, je systématise la chirurgie totalement guidée, qu'elle soit statique ou dynamique. Après, l'avantage de la chirurgie statique pour les extractions implantation immédiate, c'est que on est véritablement guidé, on n'est pas, on va dire, on va être moins emporté en vestibulaire lorsqu'on fait une extraction implantation immédiate sur une incisive centrale, par exemple. On va avoir la corticale palatine qui est beaucoup plus dense et en vestibulaire, on va avoir un os qui est beaucoup moins dense. Lorsqu'on le fait à main levée, on va avoir tendance au moment du forage à forer et à déplacer notre forêt en vestibulaire, à dévier en vestibulaire. Lorsqu'on a un guide chirurgical qui nous permet de positionner notre forêt, on va véritablement être guidé dans l'ostéotomie et ça va éviter au maximum cette déviation. La déviation, elle aura toujours lieu parce qu'on a, en tout cas, les guides chirurgicaux que moi j'ai l'habitude d'utiliser, ce sont des guides chirurgicaux qui sont en résine. Et donc, il y a quand même une déformation du guide chirurgical qui peut engendrer une vestibuloposition de notre implant. Donc, il faut être quand même vigilant sur ça. Ensuite, les outils qui peuvent nous aider pour prévoir la stabilité primaire qu'on va avoir, c'est d'essayer d'avoir des outils qui nous permettent de déterminer la densité osseuse. Donc, on peut avoir des échelles de couleur pour adapter la séquence chirurgicale en fonction du type d'os qu'on va avoir et en fonction du coup du système implantaire qu'on utilise. Sur quasiment tous les systèmes implantaires aujourd'hui, on a une séquence de forage pour l'os très tendre, pour l'os médium et pour l'os qui est dense. Et donc du coup, ces outils numériques peuvent nous orienter sur la qualité osseuse qu'on va avoir. Alors après, cette qualité osseuse, on l'apprécie directement sur la radio. Vous allez me dire, on n'a pas besoin parfois d'avoir des maps et des échelles de couleurs, mais c'est un outil qui est complémentaire et qui est assez intéressant, en sachant que en chirurgie guidée statique, ce qui est un petit peu l'inconvénient et ça gêne certains utilisateurs, c'est qu'en termes de sensation, on peut perdre un petit peu la sensation du forage. Et donc, du coup, on peut avoir l'impression d'être sur un os qui est dense parce que le forêt a du mal à pénétrer, mais finalement, ce n'est pas le forêt qui a du mal à pénétrer, c'est la friction qu'entraîne le forêt sur la cuillère et la cuillère sur le guide qui fait qu'on peut avoir des difficultés d'appréciation de cette qualité osseuse. Et c'est pour ça, une des raisons en tout cas, que certains utilisateurs n'aiment pas utiliser en fait le guide chirurgical statique parce qu'il y a une perte, il peut y avoir dans certaines conditions une perte de sensation. Donc on va parler directement situation clinique. Alors je vous présente la première situation clinique, c'est un édentement partiel antérieur. Donc on a une patiente qui est adressée par une de mes correspondantes pour le remplacement de ses 4 incisives maxillaires. Elle a en fait des couronnes sur 11, 12, 21, 22 qui se décèlent à répétition, des dents qui ne sont pas restaurables. On est dans une situation qui est plutôt favorable, comme vous le voyez. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de tissu mou, on a une gencive qui est assez épaisse, et finalement, vous voyez, la ligne de collée au niveau des canines, elle est assez haute, et donc du coup, on a de la gencive, ce qui est plutôt favorable dans cette situation-là. Et donc du coup, pour cette situation clinique, ce que je fais, c'est que je réalise une séance où je vais en fait collecter l'ensemble des informations
pour pouvoir le transmettre à mon prothésiste et pour pouvoir réaliser le projet prothétique, mais aussi la planification implantaire. Et dans un secteur antérieur, ce qui est assez intéressant de faire, c'est ce qu'on appelle un DSD, un Digital Smile Design. Après, on a différents types de logiciels et différents types de techniques. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une prévisualisation du futur sourire sur une photographie de la patiente avec son sourire. Et donc, du coup, pour ça, c'est assez simple. On n'a pas besoin d'avoir 50 logiciels. Il suffit de réaliser 2 photographies de face, 2 portraits, une avec les écarteurs en place, une sans les écarteurs, la patiente sourit. Et ce qui est fondamental dans cette technique-là, c'est que la patiente ne bouge pas la tête. Donc, on a l'habitude de positionner un objet derrière la tête de la patiente pour qu'elle puisse se caler derrière le mur, par exemple une boîte de gants ou peu importe. En tout cas, lorsqu'on va réaliser ces photographies avec les écarteurs, sans les écarteurs, la patiente ne bouge pas la tête, elle ouvre bien les yeux, elle sourit à fond. Et ensuite, moi, ces photographies, je le fais pas, moi, le Digital Smile Design. Je transfère les photographies à mon prothésiste. Donc, moi, je travaille avec une plateforme numérique qui s'appelle Design for Me et qui va réaliser pour moi ce DSD, en fait. Donc là, on le voit, là, le logiciel qui est utilisé, c'est le Smile Cloud. Et d'ailleurs, avec le Smile Cloud, on peut, comme son nom l'indique, c'est sur le cloud. Donc du coup, moi, je peux accéder à la prévisualisation qu'a réalisé le prothésiste et je peux éventuellement modifier certains paramètres, en tout cas en discuter avec lui. Et donc, le prothésiste va intégrer ses photographies dans le logiciel Smile Cloud et il va choisir la forme des futures dents, la longueur des dents, essayer de prévisualiser sur une photographie en 2D ce que ça peut donner. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on a réalisé des empreintes optiques d'études qu'on va intégrer dans un logiciel donc le prothésiste va l'intégrer sur son logiciel de CFAO pour réaliser les wax-up et il va intégrer cette image de Smile Cloud et il va pouvoir designer les wax-up sur ce logiciel avec ses données photos, designer donc les wax-up, déterminer exactement le positionnement idéal des collets, comme vous le voyez sur l'écran. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les canines, voilà, on récupère en fait la hauteur au niveau des canines, donc on va allonger la hauteur des dents. Et donc du coup, on va se retrouver avec un projet prothétique qui va être réalisé avec un maximum d'informations issues de ces photographies de la patiente. Une fois qu'on a réalisé ces wax-up, on va intégrer ces wax-up dans un logiciel de planification. Là, c'est le logiciel Implant Studio, qui va nous permettre d'incorporer, d'aligner le cone beam, donc la radiographie de la patiente, avec les empreintes optiques et avec le projet prothétique, de déterminer le positionnement de nos implants, le nombre d'implants. Donc là, on remplace 4 incisives centrales, 2 incisives centrales et 2 incisives latérales. Donc on a différentes options. Et on va choisir sur cette situation-là le cas le plus classique, c'est-à-dire le positionnement de 2 implants au niveau des incisives latérales, parce que c'était beaucoup plus favorable dans sa situation. Mais comme vous le voyez, on a très peu de marge d'erreur au niveau du positionnement de nos implants. On est sur un site donc d'extraction implantation immédiate au niveau d'incisives latérales, sur un secteur antérieur. Au niveau mésio-distal, au niveau du positionnement mésio-distal de nos implants, on n'a pas énormément de marge parce qu'on a des diamètres mésio-distaux de nos incisives latérales qui sont d'environ 6 mm, donc on n'a pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre. Si on positionne nos implants de façon trop mésiale par rapport aux émergences, on va se retrouver avec des émergences au niveau des embrasures et ça va être une catastrophe au niveau esthétique. Au niveau vestibulo-palatin aussi, on n'a pas le droit à l'erreur. L'incisive latérale, elle n'est pas très large. Et donc, du coup, dans ces situations-là, moi, je systématise la chirurgie full guide. Donc là, on voit nos coupes de planification avec, donc là, on est dans une situation, comme je vous le disais, qui était assez favorable. Positionnement de nos implants tridimensionnels en fonction des données osseuses et en fonction de notre projet prothétique. On réalise, une fois qu'on a déterminé le positionnement de nos implants, on va designer notre guide chirurgical qui va nous permettre de positionner nos implants
en fonction de ce projet. J'extrais les dents, je positionne les implants. Moi, systématiquement, pour la mise en esthétique immédiate, je réalise une empreinte optique post-opératoire une fois que mes implants sont positionnés pour que le prothésiste puisse designer puis usiner une prothèse provisoire, un bridge provisoire. Je réalise jamais d'éléments provisoires en amont de l'intervention. Comme vous le savez, on a la possibilité, en fonction du logiciel qu'on utilise, d'exporter sous format d'un fichier STL notre planification et donc du coup de réaliser en amont de l'intervention le bridge provisoire directement fini. Le souci, c'est que, comme on l'a vu dans les différentes études, la chirurgie guidée, hélas, même full guided, n'est pas suffisamment précise pour envisager la mise en place, la réalisation de couronnes ou de bridge en amont de l'intervention. En tout cas, pour moi, c'est trop aléatoire. Premièrement. Deuxièmement, le positionnement vertical de l'implant est compliqué à déterminer lorsqu'on réalise la planification implantaire. Et pour moi, c'est un paramètre qui a à prendre, à réévaluer en tout cas, au moment de l'intervention chirurgicale. Parfois, notre implant est pas suffisamment enfoui, on va avoir tendance à un tout petit peu plus l'enfouir. Ou parfois, on a un implant qui n'a pas suffisamment de stabilité primaire, il nous manque un quart de tour ou un demi-tour pour pouvoir avoir cette stabilité primaire. Et donc, du coup, on change le positionnement de notre implant, donc on ne peut pas utiliser ce bridge ou cette couronne réalisée en amont. Ensuite, la deuxième possibilité de temporisation, c'est d'avoir une couronne évidée ou un bridge évidé et solidariser en bouche un cylindre provisoire. Là encore, moi, je ne réalise plus du tout cette technique-là. Parce que déjà j'ai horreur de la résine et de ces étapes de résine à la fin de l'intervention chirurgicale. Mais le souci, c'est le collage la solidarisation et l'état de surface de cette base titane. Et donc du coup le collage entre de la PMMA ou de la résine provisoire avec la colle qu'on va mettre à l'interface, c'est pas idéal. Et j'ai eu quand même pas mal de décollements ou de casses suite à des provisoires qui ont été solidarisés à des cylindres provisoires en bouche. Donc du coup aujourd'hui ce que je fais, c'est que je réalise systématiquement une empreinte post-opératoire. J'envoie au prothésiste qui va faire le design de la prothèse. On usine et ensuite on pose. Et donc du coup au niveau des profils d'émergence, on a de la PMMA qui est bien polie et au niveau biocompatibilité, en tout cas, c'est top. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que du coup, on a un fichier STL de notre provisoire. Si le patient, pour X raison, il casse sa couronne ou il casse son bridge ou il y a un problème, le prothésiste, il a juste à réusiner cet élément provisoire, on remet en bouche et on a terminé, quoi. C'est quand même un avantage qui est important. Donc, mise en place d'implants et mise en place de piliers transmuqueux type SRA, piliers multi-unit, quoi. On va réaliser notre empreinte avec des scan body. Et donc là, c'est quand même aussi un avantage des outils numériques dans ces techniques d'extraction, implantation, mise en charge. Parce que lorsqu'on fait une intervention comme ça, vous voyez le matériau de comblement au niveau de 11-21, sortir le silicone double mélange ou l'imprégum, c'est quand même un petit peu embêtant pour notre site chirurgical. Et c'est vraiment un gain de temps d'utiliser l'empreinte optique en post-op. Et puis surtout, ça évite toute colonisation de matériaux dans les alvéoles ou au niveau de notre site d'implantation, et ce qui est quand même hyper agréable. En tout cas, c'est vraiment un avantage. Là, on voit donc le prothésiste, il a reçu les empreintes. Sur la partie, l'écran sur le côté gauche, on voit notre planification. Sur le côté droit, on voit le bridge provisoire qui a été designé en fonction de notre empreinte optique. Et on voit que la chirurgie guidée, en tout cas dans cette situation clinique, nous a permis de positionner les implants, d'optimiser notre positionnement d'implant pour avoir un bridge transvissé parfait au niveau des émergences. Donc là, donc le design a été fait par Design for Me et l'usinage et le maquillage a été réalisé par Romain Barré du laboratoire Barré de Paris, que je remercie, avec qui je travaille tous les jours.
Et donc, c'est vrai que c'est quand même sympathique pour la patiente de repartir avec ce bridge provisoire parfaitement adapté. Et c'est vraiment un confort pour la patiente et puis pour nous. Et puis, la cicatrisation va suivre son cours tranquillement. La mise en place. Ensuite, une deuxième situation clinique où je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut, les petits trucs et astuces sur des cas d'édentement complet avec extraction, implantation immédiate, des petits outils que moi j'utilise. On est dans une situation clinique, donc là c'est une réhabilitation mandibulaire, on a le maxillaire à faire aussi, mais on ne va pas tout faire en même temps chez cette patiente-là. On va se focaliser sur l'arcade mandibulaire et on va avoir un problème. Premier problème, c'est que c'est pas comme toujours. On a notre cone beam, la patiente elle a un bridge céramo-métal, elle a des couronnes céramo-métal dans toute la bouche, et on va récupérer un cone beam d'une qualité affreuse avec des artefacts dans tous les sens. Donc évidemment, on évite les artefacts de mouvement. Donc lorsqu'on réalise le cone beam, on bloque bien la tête de la patiente, mais malgré tout, on a des artefacts métalliques qui sont très importants. Et comme vous le savez, ce que j'ai dit, lorsqu'on réalise une planification implantaire, on va utiliser le logiciel pour superposer, pour aligner les fichiers ConeBeam avec le fichier STL de l'empreinte optique. Et lorsqu'on fait cet alignement, on le fait en fonction du volume dentaire et du relief dentaire. Mais là, avec tous les artefacts qu'on a, on a une impossibilité de matcher. En tout cas, si on le match, on va avoir un alignement qui va être très aléatoire. Et si on a un alignement qui est aléatoire, on va avoir une chirurgie guidée qui va être pas du tout précise et on risque d'avoir de gros problèmes de déviation. Dans ces situations-là, donc là c'est empreinte optique haut et bas, ce que je réalise, c'est donc à partir des empreintes optiques, je demande au prothésiste de réaliser une gouttière. Donc là, c'est une gouttière qui est imprimée en résine transparente. Avec, donc il va coller 3 repères radio-opaques en vestibulaire, ce sont les petits repères blancs, et une brique Lego, ça soit en palatin au maxillaire ou en lingual à la mandibule. Et donc, cette gouttière, on va la mettre en place en bouche, d'accord? On va vérifier, on va être sûr que la gouttière soit bien en place, bien stable. Et on va réaliser, donc le prothésiste aura réalisé la numérisation de cette gouttière avec et sans le modèle. Et on va réaliser en fait le cone beam avec ses repères et avec le Lego. Et pourquoi la brique Lego? Parce que bon, c'est sympa de ressortir les Lego, mais c'est surtout que on le visualise à la radiographie. Il a une forme très particulière, ce Lego. Et si l'image radiographique du Lego se superpose parfaitement à l'image du fichier STL du Lego, c'est qu'on a un alignement qui est parfait. Et donc là, c'est hyper important de valider notre alignement. Donc là, on a le cone beam. Dis-moi. Pardon, ouais. Juste pour bien reprendre tout ça, finalement, la brique en Lego, elle ne sert pas à aligner, elle sert juste c'est un contrôle finalement, c'est ça? L'alignement, tu l'as fait sur les repères en vestibulaire, voilà. Sur les 3 petits plots que tu as mis, et le Lego te permet de confirmer que tout va bien. Tout à fait. La brique Lego, elle n'est pas suffisamment radio-opaque. Après, c'est tout dépend du logiciel qu'on utilise de planification. Mais moi, je préfère utiliser des repères radio-opaques qui sont véritablement faits pour, avec peu d'artefacts, que d'utiliser la brique Lego, parce que c'est toujours très difficile au niveau de la segmentation de notre cone beam. Parce que quand on importe les fichiers d'ICOM dans notre logiciel de planification, on va segmenter le cone beam pour avoir visualiser nos dents, visualiser les repères ou visualiser le Lego. Le Lego, il n'est pas suffisamment radio-opaque pour pouvoir le segmenter correctement. Et donc, du coup, on ne peut pas l'aligner. Donc, c'est pour ça que j'associe le Lego avec les repères radio-opaques. Okay. Donc, du coup, on a notre segmentation en mettant en évidence nos repères radio-opaques. Et en fait, on va faire un alignement en fonction de ces repères radio-opaques. Donc, on va aligner, donc quasiment tous les logiciels, c'est à peu près la même systématique. C'est-à-dire qu'on va déterminer des points identiques sur le cone beam. Donc là, ça va être les fameux repères radio-opaques et sur notre fichier STL. Et donc, du coup, ces repères radio-opaques,
vous nous permettre de matcher parfaitement le cone beam avec le modèle et la gouttière par-dessus. D'accord ? Une fois qu'on a réalisé cet alignement, en fait, le logiciel va nous proposer un alignement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de valider donc, non seulement par les repères radio-opaques, mais aussi par la brique Lego, du parfait positionnement, du parfait alignement du cone beam avec notre fichier STL. Et donc, du coup, ça va nous permettre, alors une fois qu'on a intégré ce premier fichier STL du modèle avec la gouttière par-dessus, on va pouvoir importer dans le logiciel de planification tous les autres fichiers STL. C'est-à-dire qu'on va pouvoir importer le fichier du modèle sans la gouttière, le fichier de l'empreinte optique et surtout le fichier du projet prothétique. Ce qui est assez intéressant, là, en fonction du logiciel de planification, là c'est sur le logiciel de planification Codiagnostics, c'est qu'on a la possibilité d'importer un nombre quasiment illimité de fichiers STL, ce qui n'est pas le cas de tous les logiciels, hélas, mais surtout que lorsqu'on importe un fichier STL dans le logiciel Codiagnostics, on a la possibilité de dire au logiciel, je t'importe ce fichier STL et tu gardes les mêmes coordonnées dans l'espace. Et donc, du coup, on va pouvoir superposer ces fichiers STL sans avoir à chaque fois à matcher le fichier STL avec le cone beam. On va les superposer. Et donc, du coup, on va superposer le projet prothétique. Dans cette situation clinique, comme on a des dents et qu'on sait que la chirurgie guidée à appui dentaire est quand même la plus précise, en tout cas plus précise que la chirurgie à appui muqueux ou à appui osseux, on va essayer de s'arranger pour garder certaines dents, positionner des implants et ensuite retirer d'autres dents et positionner d'autres implants, ce qui est le cas dans cette situation-là. On va avoir une première étape de notre intervention chirurgicale. Donc, l'objectif, c'est de positionner 5 implants. Donc, positionner les 3 implants antérieurs en conservant les dents postérieures pour avoir un guide chirurgical à appui dentaire. Alors, c'est hyper intéressant, surtout à la mandibule. Parce que autant au maxillaire, on peut avoir le palais, les tubérosités qui vont nous permettre de bien stabiliser notre guide, autant à la mandibule, on peut être un petit peu bloqué. Et ensuite, on a le modèle, du coup, une fois qu'on a extrait les dents et qu'on a positionné nos 3 implants, on positionne les implants postérieurs angulés avec donc les piliers angulés. Là aussi, un avantage des logiciels de planification, c'est que ça va nous permettre de déterminer le degré qu'on va donner à notre pilier angulé, donc soit 17 degrés, soit 30 degrés, pour avoir les bonnes émergences prothétiques. Et on a un deuxième guide chirurgical qu'on va positionner une fois que les dents ont été extraites pour uniquement positionner nos implants postérieurs. Du coup, là, j'ai une petite question. Marc, comment fais-tu pour stabiliser le deuxième guide là ? Alors, du coup, là, on le voit sur l'image. Donc, j'ai extrait mes dents antérieures. J'ai positionné mon guide chirurgical avec des fenêtres d'ouverture au niveau des dents. Ça aussi, c'est très important. En chirurgie guidée, si on respecte le protocole et qu'on vérifie toutes les étapes, on arrive quand même à avoir des résultats qui sont assez intéressants en termes de précision. Donc là, on vérifie le bon emboîtement de notre guide chirurgical, surtout qu'en plus, les dents ont été extraites virtuellement. C'est-à-dire que le modèle sur lequel a été réalisé ce guide chirurgical, c'est un modèle sur lequel j'ai supprimé virtuellement les dents. Et parfois, on peut avoir des soucis au niveau des faces proximales des dents qui bordent l'édentement. Et donc, du coup, c'est important d'être sûr que le guide chirurgical soit bien à fond au niveau des dents de chaque côté. Donc, c'est important d'avoir ces fenêtres d'inspection. Ensuite, ce qu'on voit aussi, un petit détail au niveau de la chirurgie guidée, c'est que vous voyez, moi, systématiquement, je supprime, je ne prévois aucun recouvrement vestibulaire de mon guide. Et donc, du coup, j'ai une visibilité au moment du passage de mes forêts et au moment de la mise en place de mes implants. Je peux visualiser sous le guide, en fait, où est-ce que je me positionne. Ça, c'est intéressant. La deuxième chose aussi qui est intéressante lorsqu'on a des guides qui ne recouvrent pas, c'est qu'on a tout de même de l'eau qui passe, de l'irrigant qui passe. Le problème de la chirurgie full guided, si on a un guide qui a recouvrement total, c'est qu'on risque d'avoir un échauffement de l'os lorsqu'on passe nos forêts, parce qu'on peut avoir un souci d'irrigation.
Donc là, on a notre premier guide, on positionne nos implants et donc on a des porte-implants spécifiques en chirurgie guidée qui vont venir se positionner, donc permettre de coulisser et de positionner nos implants de façon précise. Et ensuite, on positionne notre deuxième guide. Et donc la question, c'était comment tu fais pour être sûr de ta stabilité de ton deuxième guide. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait mes dents, j'ai repositionné mon guide, et en fait, j'ai repositionné le porte-implant central qui m'a permis véritablement d'être sûr du bon positionnement de mon guide chirurgical. Et les implants sont posés. Et ensuite, il y a eu une mise en charge traditionnelle. Ensuite, je voulais vous parler de 2 mots de la chirurgie naviguée. Donc, on a vu la chirurgie statique avec l'utilisation de guides chirurgicaux imprimés pour passer l'intégralité de notre forêt jusqu'à la mise en place de nos implants. Donc, on va véritablement être guidé par l'intermédiaire d'un guide statique. Et on a une deuxième alternative que j'utilise de plus en plus, qui est la navigation chirurgicale. On a 2 grands systèmes, qui est le X-Guide et le Navident, qu'on utilise le plus fréquemment en France. Et en fait, c'est un système, donc là, vous avez une vidéo de démo. On va avoir une navigation chirurgicale en live. On va naviguer dans notre cone-beam. On va en fait réaliser la planification comme on a l'habitude de faire. Mais par contre, on va utiliser donc un système spécifique avec des repères qui sont situés au niveau de l'arcade du patient, au niveau du contre-angle. Et donc, on a un système de caméra de Cialytic au-dessus du patient qui va nous permettre en temps réel de déterminer précisément le positionnement de l'extrémité de notre forêt en fonction de la bouche de l'arcade de la patiente et en fonction de la radio. Et surtout, lorsqu'on a réalisé notre planification, en fait, on va avoir une cible et il va falloir respecter cette cible pour positionner notre implant. C'est ça qui va nous guider dans la pose de notre implant. C'est une chirurgie qui est en fait à main levée, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce problème de la chirurgie statique, on peut avoir une perte de sensation. Là, en fait, au niveau de la sensation du forage, on a la même sensation que si on était à main levée. De toute manière, c'est de la main levée. Là, je l'ai utilisé dans une situation où la patiente elle avait une ouverture buccale qui était assez faible. Et dans ces situations-là, la chirurgie guidée statique, elle est impossible parce qu'on n'a pas la place de positionner le guide chirurgical plus les forêts de chirurgie guidée qui sont souvent un petit peu plus longs. Et donc, c'est assez intéressant d'utiliser ces outils-là. Ce qu'il faut savoir tout de même, c'est que la navigation chirurgicale, elle demande une courbe d'apprentissage qui est beaucoup plus longue. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a des étapes de calibration qui sont réalisées avant que le patient s'installe pour calibrer en fait la machine. C'est-à-dire que la machine sache exactement où se situe le capteur du contre-angle par rapport à la lumière. Donc, il y a une étape de calibration qui prend un petit peu de temps avant l'intervention chirurgicale. Mais lorsque le patient j'ai eu un petit problème de son, Jérôme. Lorsque le patient, lorsqu'on s'habitue en fait à ces outils et que les assistantes surtout, c'est elles qui font cette étape de calibration. C'est assez rapide finalement. Il faut juste prendre le pli et ça prend 5-10 minutes grand maximum. Le gros souci qu'on peut avoir dans cette chirurgie naviguée, c'est que on a 2 possibilités. Soit on positionne un repère radio-opaque au moment de la réalisation du cone-beam qui va nous permettre de faire notre alignement et qui va nous permettre d'avoir les repères pour pouvoir positionner notre implant. Soit on peut matcher directement au moment de l'intervention en positionnant une sonde et en fait en faisant ce qu'on a fait pour la chirurgie guidée statique, c'est-à-dire déterminer des points en bouche et des points sur le cone-beam, mais de le faire en live pour pouvoir aligner. Le souci, en tout cas moi d'expérience, c'est que mon gros problème, c'est que l'alignement est assez complexe. On peut avoir des problèmes d'alignement entre le cone-beam et le fichier STL.
Et lorsqu'on a ces problèmes d'alignement, on peut avoir des déviations qui sont très importantes. Et c'est pour ça que dans cette intervention, systématiquement, lorsqu'on change de forêt, de longueur, on va recalibrer la longueur de notre forêt, d'accord? Et comme on le voit sur l'écran, systématiquement, il va falloir repasser sur les dents pour être sûr que le capteur n'a pas bougé et que on est bien positionné, on est bien aligné. Et donc, ça demande un peu c'est une gymnastique qui est un petit peu particulière et la courbe d'apprentissage est assez longue. Voilà, je ne sais pas si tu as des questions sur tout ça. Oui, justement, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que donc tu me disais tu nous dis que on a bien vu que tu utilisais les deux techniques, hein, finalement, la chirurgie guidée statique et la navigation. Est-ce que pour toi, il y a des indications pour l'une ou pour l'autre aujourd'hui dans ta pratique, ou est-ce que c'est plus selon l'humeur du jour? Alors en fait, il y a avantages et inconvénients de chaque solution. Il est vrai que l'avantage de la chirurgie naviguée, dynamique, c'est que en termes de temps de réalisation et une fois qu'on a réalisé le temps de la planification, il va être identique. Par contre, lorsqu'on fait de la statique, il va falloir designer le guide chirurgical, soit envoyer imprimer, soit imprimer au cabinet le guide chirurgical. Donc il y a l'impression, le post-traitement, la mise en place des douilles chirurgicales. Et donc du coup, ça prend quand même plus de temps. Lorsqu'on est en navigation, on fait la planification et 5 minutes après, tu es au fauteuil et tu peux faire ta chirurgie guidée. C'est-à-dire que tu peux, tu vas faire ta planification en amont de l'intervention, ok, mais c'est instantané, c'est-à-dire que tu vas récupérer ta planification, tu l'intègres dans le X-Guide et tout de suite, tu peux être guidé, tu peux être navigué, d'accord? Donc c'est quand même un avantage qui est important, c'est le gain de temps. Après, il y a aussi un coût qui est un petit peu moins important, parce que tu n'as pas le coût de l'impression du guide chirurgical et le coût de la douille. Alors après, il faut savoir quand même que pour la chirurgie naviguée, le coût, il n'est pas lié uniquement à la machine, c'est qu'à chaque cas, tu payes un forfait, si tu veux. En termes de coût, c'est peut-être un petit peu moins pour la naviguer, mais ça ne change pas énormément les choses. C'est surtout au niveau du temps. Après, l'avantage de la naviguer, c'est que sur des édentements postérieurs, et sur des patients qui ont des ouvertures buccales qui sont faibles, tu vas pouvoir tout de même te guider. Alors qu'en guide statique, tu ne peux pas du tout. Ouais, c'est ça. Après, il faut faire attention, justement, on parle de l'extraction-implantation immédiate. Gros bémol, attention pour la naviguer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en navigué, on est à main levée. Et donc, on va être... tu veux positionner ton premier forêt pointeur, tu veux le mettre au plein milieu du septum. Quand tu es à main levée, tu peux avoir du mal à viser bien le septum et à pas glisser ou dévier. Quand on est en navigation chirurgicale, en fait, on va dévier, parce que c'est de la main levée, on va voir qu'on va dévier, on a du mal à se corriger. Lorsqu'on est en chirurgie guidée statique, là, on ne se pose pas de questions. C'est-à-dire qu'on pose le guide, on pose le forêt. Alors souvent, en fait, dans ces situations de septum ou d'extraction-implantation immédiate, moi, j'utilise systématiquement des forêts guidées qui sont totalement plats à l'extrémité, qui vont permettre véritablement d'avoir un plateau pour pouvoir ensuite passer ta séquence de forêt. Et c'est vrai que, par exemple, sur une incisive centrale, c'est quand même beaucoup plus délicat de positionner un implant en chirurgie guidée dynamique qu'en chirurgie guidée statique, parce qu'en chirurgie guidée statique, tu ne te poses pas la question. Tu as ton guide, il est bien stable, tu le maintiens, tu positionnes ton forêt qui est plat, ensuite tu positionnes ta séquence de forêt, tu poses ton implant, et il y a très peu tu n'es pas emporté en vestibulaire. Alors qu'en dynamique, il y a deux difficultés, c'est que tu es toujours à main levée, donc tu peux toujours avoir tendance à être dévié en vestibulaire, mais tu vas le visualiser, donc tu peux toujours te corriger, mais tu ne vas pas être guidé totalement. Donc tu peux avoir de la déviation et puis tu vois sur ton écran que tu es dévié. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on fait une extraction-implantation immédiate, en fait, lorsqu'on va positionner notre forêt et qu'on va être dans notre cible,
au début du forage, donc l'ordinateur il va dire qu'on va être au début de notre forage au niveau de notre cible. En fait, on va être dans le vide parce que la partie la plus coronaire de notre implant, elle va être dans l'alvéole de la dent. Et donc, il va falloir descendre de 2, 3, 4, 5 mm pour arriver sur la partie palatine. Et donc, on peut être un petit peu embêté lorsqu'on réalise la chirurgie naviguée pour être guidé lorsqu'on fait une extraction implantation immédiate. Après, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des implants avec un positionnement, tu sais, lorsque tu positionnes un implant, ce qui a été très décrit avec le Nobel Active de Nobel, où tu positionnes ton implant, en fait, tu vas positionner ton implant très palatin et au dernier moment, tu redresses ton axe. D'accord. Pour avoir un ancrage, en fait, palatin au dernier moment et stabilisé. Ça, tu ne peux pas le faire en chirurgie guidée statique. Tu peux le faire en dynamique, tu ne peux pas le faire en statique. Voilà. Donc, moi, dans ma pratique, je fais de plus en plus de chirurgie naviguée parce que finalement, plus tu en fais, plus tu es à l'aise avec et plus c'est simple d'utiliser ces outils. Mais mon gros problème, c'est que si j'ai un problème d'alignement entre mon cone beam et mon fichier STL, qui peut être dû à différentes choses, différents paramètres, c'est difficile de le corriger en chirurgie naviguée. C'est-à-dire que c'est au moment que tu vas savoir si tu es bien ou si tu n'es pas bien. Et donc, si tu n'es pas bien, tu ne peux pas utiliser la naviguée. Et autre chose, il faut systématiquement, comme je montrais en naviguée, systématiquement vérifier à chaque passage de forêt que tu es bien calibré et que donc tu pointes ton forêt sur les dents et sur différents repères pour être sûr que tu n'as pas de déviation. Ça, c'est une gymnastique à avoir au fur et à mesure. Et puis des fois, tu passes ta séquence, il y a eu un tout petit mouvement du capteur, mais infime. Et du coup, tu te retrouves avec des déviations énormes. Et plus le capteur en fait est éloigné de la zone où tu vas poser ton implant, forcément, plus tu as de déviations. Et donc, du coup, tu peux avoir des grosses déviations. Donc, moi, j'utilise la naviguée de plus en plus. Ce qui est beaucoup décrit dans la naviguée, c'est de voir uniquement l'écran et de ne pas voir la bouche du patient. Moi, je n'arrive pas. Donc, en fait, j'utilise beaucoup la naviguée pour le point d'impact, parce que c'est quand même excessivement précis. D'accord ? Donc là, au niveau de mon point d'impact, je vais visualiser sur l'écran, je regarde en bouche, je revérifie avant de faire tourner le forêt pour être sûr que je suis bien. Une fois que ton point d'impact il est bien déterminé, que sur 2-3 mm, tu as bien marqué, que tu es bien au milieu de ta cible, après, c'est quand même assez simple de passer l'intégralité de ta séquence de forêt. Et je visualise systématiquement, c'est-à-dire que je me mets toujours en situation de pouvoir voir et vérifier le bon enfouissement vertical de mon implant ou de mon forêt. Je revérifie, je me fie pas à 100% à l'écran. Voilà. Je pense qu'il C'est faut. vrai qu'avec les systèmes, est-ce qu'on peut voir avec la naviguée, c'est qu'on a l'impression que la machine commence à prendre un petit peu la main, peut-être plus qu'avec la chirurgie statique classique, on va dire. On a l'impression que c'est vraiment, on est presque dans des systèmes, pas encore autonomes, mais on peut commencer à entrevoir des systèmes autonomes finalement. Ouais. Mais la grosse problématique, c'est d'être sûr que le cone beam et ton fichier STL ils soient parfaitement alignés. Si ce n'est pas le cas, les déviations peuvent être énormes. Énormes. Alors que la chirurgie guidée statique, même s'il y a des petites choses qui ne vont pas, tu peux avoir des petites erreurs de déviation, mais qui vont être infimes, qui ne vont pas être très importantes. En naviguer, c'est énorme. C'est énorme les déviations que tu peux avoir. Voilà. Okay. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le. Je suis en train de voir avec. On n'a pas énorme de questions là pour l'instant. À la limite, moi j'avais éventuellement d'autres questions, peut-être un peu générales en chirurgie guidée, hein, qu'on peut se poser lorsqu'on débute. Donc, par exemple, toi, dans ta pratique, tu l'utilises quasi systématiquement pour l'ensemble des patients, ou il y a encore des patients où tu poses des implants sans guide ou, Alors, pour tout ce qui est mise en place d'implants unitaires dans le secteur postérieur,
J'utilise pas de, je fais rarement des planifications et j'utilise pas de guide. Sauf dans les situations où, par exemple, on doit faire une augmentation osseuse, une régénération osseuse, et où je dois positionner mon implant un petit peu plus vestibulaire. Et donc, dans ce cas-là, je préfère être guidé au moment de la mise en place de mon implant. Et donc, soit je passe le premier forêt, je regarde comment je suis, et si je suis bien, je vais jusqu'à la mise en place de mon implant. Mais j'utilise pas du tout le guide sur des édentements unitaires, encastrés, postérieurs, maxillaires ou mandibulaires. Dans des situations simples. Systématiquement, lorsque je remplace deux dents, que je positionne deux implants, systématiquement, une empreinte d'étude, wax-up et planification. Et ensuite, dans 100% des cas, je fais de la chirurgie guidée, statique ou dynamique. D'accord. Donc après, la question qui revient souvent, est-ce que c'est bien de débuter en implantologie avec la chirurgie guidée, par exemple, pour nos plus jeunes consoeurs et confrères? Est-ce qu'il faut commencer par là ou est-ce que c'est Je pense que pour moi, c'est indispensable de réaliser la planification implantaire et que pour ces premiers cas, même pour un édentement unitaire, il faut réaliser empreinte, wax-up et faire une vraie planification pour déterminer le diamètre de l'implant, le positionnement de l'implant, la taille du col qu'on va utiliser en fonction du système implantaire. De ne pas se faire avoir, par exemple, on peut se faire avoir classiquement sur une 36-46 unitaire. On a l'impression qu'il y a un volume osseux qui est important. Et en fait, ce volume osseux est complètement décalé en lingual. Et parfois, on ne le voit pas à l'examen clinique comme ça, quand on n'a pas trop l'habitude. Et donc, du coup, sur le cone beam, on a une largeur exceptionnelle. On se dit, c'est bon, banco, je vais pouvoir positionner mon implant. Et puis, au moment de l'intervention chirurgicale, on voit notre os, on pose l'implant au milieu. Et puis, finalement, on est beaucoup trop lingual. Donc, pour moi, pour ceux qui démarrent en implantologie, c'est la planification doit être systématique avec la réalisation d'empreintes, d'études et de wax-up. Parce que parfois, même pour deux dents, ça peut arriver qu'on ait un espace mésiodistal qui soit insuffisant ou qui soit trop important. Et donc, du coup, pour moi, c'est fondamental de réaliser des wax-up anatomiques, en fonction de l'anatomie du patient, de la façon dont il serre. Et donc, ça permet, le fait de systématiser ça, ça permet de prendre du recul sur la situation clinique du patient, de visualiser les empreintes optiques, de visualiser les wax-up, de faire notre planif et de pouvoir réfléchir véritablement au bon positionnement de notre implant sans avoir à aller jusqu'au guide chirurgical dans les cas les plus simples, mais au moins prendre les bons repères et avoir les bonnes habitudes sur cette étape de planification. Pour moi, c'est planification systématique. Ensuite, pour la réalisation de l'intervention chirurgicale, je pense que c'est quand même dommage sur des situations où on pose plus d'un implant, surtout sur des édentements encastrés ou des édentements en extension et évidemment en extension. Une fois qu'on a fait la planification, de se dire je vais poser mes implants comme ça. C'est quand même, ça me paraît un peu fou. Et donc je pense que moi je conseillerais à ceux qui démarrent en implantologie de réaliser dans un premier temps des guides pilotes, forêt pilotes, qui vont leur permettre uniquement de déterminer l'émergence, le point d'impact des implants, la distance entre les émergences de leurs implants, pour qu'ils aient véritablement les entrées coronaires de visualiser avec le guide, de positionner avec le guide. Ensuite, retirer le guide et positionner les implants de façon plus conventionnelle pour avoir les sensations et pouvoir positionner les implants sans guide, c'est savoir le faire, en tout cas, c'est indispensable, ça c'est sûr. Par contre, pour moi, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc, le minimum, c'est le guide, le forêt pilote. Et ensuite, au fur et à mesure de l'apprentissage, de réaliser l'intégralité de la séquence de forêt jusqu'à la mise en place éventuellement de l'implant en chirurgie totalement guidée. Mais là encore, c'est étape par étape. Et on le voit beaucoup avec Jérôme, c'est que
dans les formations qu'on réalise depuis quelques années sur la chirurgie guidée, on a des participants qui viennent, qui n'ont jamais fait de guides chirurgicaux, et on leur demande de venir avec des cas de leur cabinet pour voir un petit peu, pour les aider dans leur premier cas. Et quasiment dans 80% des cas, ils viennent avec des situations cliniques de dingue, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent faire de la chirurgie guidée pour les dentés complets. Mais ils n'ont jamais posé un implant en chirurgie guidée pour un unitaire. Donc, c'est impossible. Évidemment, les outils de chirurgie guidée, ils sont hyper intéressants pour les dentés complets, pour les extractions implantation immédiate chez les dentés complets, comme je l'ai montré. Mais il y a une courbe d'apprentissage. Et donc, du coup, il faut démarrer, bien maîtriser les outils dans des situations cliniques simples pour ensuite aller step by step jusqu'à une situation un peu plus complexe. Voilà. Donc, c'est ce que Ouais, une question pour rebondir là-dessus qu'on peut se poser aussi, c'est finalement, voilà, si quelqu'un qui débute en implantologie, ça peut être aussi un investissement important. Est-ce que par rapport à tous les... On a bien compris que ça permettait de mieux positionner les implants, d'éviter un certain nombre de complications. Est-ce que l'investissement, on va dire financier, et puis à la fois pour acheter les logiciels, les outils, et notamment des choses comme la navigation, plus le temps passé à faire toutes ces planifs, à modéliser les guides, est-ce que le jeu envoie la chandelle, on va dire? Est-ce que, voilà, à partir de quand est-ce que, voilà, petite question qu'on peut se poser également. Au niveau des logiciels de planification, ce qu'il faut savoir tout de même, c'est qu'aujourd'hui, on a un panel de logiciels de planification avec des logiciels qui peuvent être gratuits, d'accord, des logiciels qui peuvent être payants avec où on paye au cas, ou avec des licences annuelles éventuellement. Donc, on a différents types on va dire, de forfaits ou de coûts liés à un logiciel, mais on a des logiciels gratuits d'accès libre où on peut faire de la planification. Alors après, comme tu le disais, ça prend du temps. Le temps de s'adapter à l'outil, il faut quand même se former au logiciel, ça peut prendre quand même un petit peu de temps, mais ça peut être aussi intéressant de le faire. Et puis, les logiciels qui sont payants, souvent, ils ne sont pas payants pour rien, c'est qu'ils sont assez, on va dire, simples à utiliser. Et donc, du coup, on va être guidé par le logiciel, on va avoir des étapes de vérification. Et en termes d'ergonomie, ça peut nous faire gagner du temps par rapport à un logiciel qui est gratuit ou c'est un petit peu plus fastidieux pour réaliser notre planification. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on n'a même pas besoin d'investir dans quoi que ce soit comme logiciel. On a la possibilité éventuellement de se rapprocher du prothésiste qui peut avoir éventuellement un logiciel de planification pour qu'il puisse nous aider dans les étapes d'intégration du ConBeam, d'intégration du fichier STL et du projet prothétique. Et au moment où on est dans la planification elle-même du positionnement des implants et du choix des implants, à ce moment-là, on peut prendre la main, soit directement en se déplaçant chez le prothésiste, soit prendre la main directement par TeamViewer ou par peu importe, prendre la main à distance sur l'ordinateur du prothésiste, discuter avec lui et dire bah, voilà, moi je veux mon implant un peu plus vestibulaire, un peu plus lingual, un peu plus mésial, un peu plus distal. Et une fois que vous êtes mis d'accord avec le prothésiste, et ben lui, banco, c'est parti. Il fait ça, il réalise son design de guide chirurgical. Vous lui dites, bah voilà, moi je veux un guide chirurgical qui va s'appuyer sur toutes les dents, avec des fenêtres d'inspection un peu réparties, et puis une épaisseur de guide de 3 mm, et puis c'est parti. On n'a pas investi dans un logiciel, c'est le prothésiste qui l'a. Voilà, donc c'est pas obligatoire d'investir énormément dès le départ, quoi. Et en termes de c'est sûr qu'il faut communiquer avec le prothésiste. Après, on a une autre possibilité, on peut envoyer ça à une plateforme. Donc, comme moi j'utilise énormément une plateforme digitale qui s'appelle Design for Me, où on peut envoyer le ConBeam, on envoie les fichiers STL, ils font une pré-planification. Corriger après. Et puis ensuite, on peut modifier cette proposition, soit à distance, soit en fonction, par exemple, le logiciel Codiagnostics permet d'échanger en fait le cas. C'est-à-dire que moi sur mon Codiagnostics, je vais intégrer le fichier ConBeam, je vais envoyer au prothésiste. Et souvent, en fait, maintenant, je le fais comme ça parce que c'est un gain de temps. J'envoie sur Design for Me, sur la plateforme. Donc, du coup, via le logiciel Case Exchange. Lui, il intègre les fichiers STL, il aligne, il met tout ce qu'il veut. Il positionne plus ou moins comme ça les implants. Ensuite, il me renvoie le cas qui est tout prêt.
Moi, j'ai juste sur mon logiciel co-diagnostic, ça a bien positionné mes implants. Je lui renvoie et ensuite, il design le guide chirurgical. Il me demande une validation et je valide. Et ensuite, je récupère le fichier STL. Moi, j'ai une imprimante au cabinet, donc j'imprime au cabinet. Mais après, le prothésiste peut imprimer aussi chez lui. Après, en termes de coût, un guide chirurgical, ça a un coût d'environ entre 100 et 150 euros, entre 100 et 200 euros. Allez, soyons larges, fourchette large. C'est un coût qu'il faut absolument reporter aux patients. Il y a une codification qui existe dans la CCAM pour les guides chirurgicaux. Il faut l'utiliser et il faut le facturer. En tout cas, moi, systématiquement, je l'inclus dans mon devis. C'est-à-dire que c'est le devis pour les implants plus une ligne spécifique pour le guide chirurgical. Et à partir du moment où j'ai jamais eu de difficulté, j'ai jamais eu un patient qui m'a dit non, le guide chirurgical, c'est trop cher, je le veux pas, faites-le sans guide. C'est facile à expliquer aux patients, dans tous les cas, l'intérêt de ces guides. Alors, on a une petite question là sur le chat. On entend souvent, on entend souvent que la chirurgie guidée est une chirurgie pour les nuls. Qu'est-ce que tu en penses? Pas du tout. C'est l'inverse. C'est pas que c'est l'inverse. C'est que de toutes les manières, la chirurgie, elle n'est pas faite pour les nuls. Voilà, si on est nul, on fait pas de chirurgie. Ça, c'est la base déjà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que ces outils-là, c'est vrai qu'il y a cette image-là de la chirurgie guidée, on dit chirurgie guidée, facile, on ne fait pas de lambeaux, flapless, comme ça, voilà, on ne fait pas de suture, et comme ça, on est très bien. Non, en fait, la chirurgie guidée, c'est un outil complémentaire qui va nous permettre d'optimiser le positionnement de notre implant et surtout de sécuriser la mise en place de nos implants. C'est intéressant dans les situations un peu délicates où on doit positionner des implants avec sur un édentement en extension, on doit faire hyper gaffe aux émergences prothétiques. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant d'utiliser la chirurgie guidée. Mais aussi, ça permet pour moi, en tout cas, de limiter un petit peu le facteur humain au moment de cette intervention. C'est-à-dire que quand on fait une intervention par jour, on peut se permettre éventuellement de prendre un petit peu plus de temps, on est un peu plus concentré peut-être, mais lorsqu'on enchaîne les interventions toute la journée, on fait 5, 6, 7, 8 interventions d'affilée, le fait d'avoir parfaitement planifié, déterminer les implants qu'on va poser, la longueur, le diamètre, d'avoir notre guide chirurgical, que tout soit prêt en amont, c'est quand même un gain d'efficacité et ça permet de limiter quand même les problèmes, je pense. Ok, donc voilà, je crois qu'on a déjà commencé à faire pas mal le tour. Je ne sais pas si tu avais d'autres infos à nous faire passer ou D'autres infos à faire passer, non, je pense que pour moi, peut-être quelques mots de résumé ta présentation. Moi, dans ma pratique, l'intégration des outils numériques, l'empreinte optique, je l'ai depuis quasiment 5 ans maintenant. Et je l'utilise au quotidien et je réalise très peu de prothèses. Et en fait, j'avais une difficulté lorsque je n'avais pas l'empreinte optique, c'est que lorsque je voulais avoir un projet prothétique, j'étais obligé de sortir l'alginate, faire des empreintes ou le silicone, tout dépend des situations, faire des empreintes. Voilà, je fais que de la chirurgie, donc c'est toujours un peu compliqué de sortir les matériaux à empreintes et les porte-empreintes. Bref, c'est pas grave, quand il faut, il faut. Envoyer aux prothésistes, réaliser des wax-up de façon traditionnelle, récupérer les wax-up. Bon, c'est hyper fastidieux. Et à partir du moment où j'ai eu la caméra, là, en fait, j'ai systématisé, j'ai vraiment réalisé beaucoup plus de planification et j'ai réalisé beaucoup plus de wax-up. C'est-à-dire que lorsque je sortais mes empreintes traditionnelles, il fallait vraiment que ça vaille le coup, quoi. Alors qu'aujourd'hui, je me pose pas la question, je remplace dedans, je fais des empreintes optiques. Et parfois, en réalisant les empreintes optiques, en réalisant les wax-up, on s'aperçoit que finalement, un espace où tu penses que tu vas mettre une prémolaire, une molaire, finalement, tu as l'espace que pour 2 prémolaires. Donc c'est quand même assez intéressant. Et puis,
L'empreinte optique post-opératoire dans les cas d'extraction-implantation immédiate, ça aussi, ça m'a changé la vie. Quand tu poses un implant, tu as été délicat, tu as posé ton implant pour avoir tes 35 newtons, t'es bien, t'es nickel et compagnie. Sortir un transfert, le porte-empreinte ouvert, dévisser en bouche le transfert et tout, c'est terminé, quoi. C'est-à-dire que ça n'existe plus. Moi, je le fais plus depuis 5 ans. Et c'est énorme. Okay. Ouais, je pense qu'il y a encore une autre question là concernant les édentements terminaux. Est-ce que tu as une question, c'est pour les implants posés en postérieur, en terminale, comment faites-vous pour que le guide ne dévie pas au forage? Alors, pour la chirurgie guidée statique, lorsqu'on utilise les guides chirurgicaux et que par exemple on veut positionner un implant 16-17 ou 26-27, voilà, en tout cas, le risque, c'est effectivement d'avoir notre guide chirurgical qui se déforme en fait. Plus on est en distal, plus il va avoir une déformation de notre guide chirurgical qui est en résine. Et donc, au maxillaire, ce qu'il faut systématiquement, et de toute façon, quelle que soit l'arcade, pour moi, c'est d'avoir un maximum de surface dentaire. C'est-à-dire qu'il faut faire un petit guide chirurgical du tout, qui prend 2 dents en avance et tout. Et il ne faut surtout pas faire ça. Il faut véritablement recouvrir l'intégralité de l'arcade, c'est-à-dire avoir un appui dentaire maximum pour éviter justement cette rotation. Au maxillaire, d'avoir un appui palatin maximum. D'accord ? En vestibulaire, comme vous l'avez vu, systématiquement, je laisse une ouverture pour pouvoir visualiser le passage de mes forêts. Mais en palatin, je lève très peu mon lambeau. Et donc, du coup, je me permets d'avoir un appui palatin qui est important. Et comme ça limite la déformation du guide chirurgical avec éventuellement un appui postérieur si on a la possibilité d'avoir un appui au niveau de la tubérosité sur une zone qu'on ne va pas décoller. Ça peut être intéressant et ça peut limiter la déviation. Après, c'est encore ça. C'est-à-dire que à la mandibule, c'est beaucoup plus compliqué de limiter cette déviation-là. Et donc, du coup, si on sait que notre guide chirurgical, on a un fort risque de déformation de notre guide et de déviation, dans ce cas-là, on ne pose pas l'implant en chirurgie totalement guidée. On va positionner notre premier forêt et ensuite on retire notre guide chirurgical et puis on continue à main levée. Voilà. C'est juste que de savoir en fait que dans cette situation-là, effectivement, on a plus de déviation et donc du coup, il faut être excessif. Il ne faut pas y aller tête baissée et poser et jusqu'à la pose de notre implant en sachant qu'on a un risque que le guide se déforme. Dans ce cas-là, on retire le guide et on pose à main levée. Ou sinon, on fait en chirurgie naviguée et on n'a pas ce problème-là. Ouais. On a une autre question intéressante là concernant les augmentations osseuses. Donc, je pense qu'il y a peut-être. Donc, comment intégrez-vous les augmentations osseuses? Donc, il s'agit peut-être d'une part de comment, à quel moment déposer le matériel d'ostéosynthèse quand il y en a, ou ce genre de choses, et où, quand on doit faire des régénérations osseuses guidées, par exemple, autour des implants, dans certains sites d'augmentation, comment tu gères ces aspects-là, notamment dans les implantations immédiates? Ces aspects de la façon de la planification et de la chirurgie guidée. Ouais, voilà, c'est ça. À quel moment, dans la planification et au moment de la chirurgie, on peut intégrer ces augmentations osseuses? Est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui numériques, par exemple, qui peuvent nous aider à faire ça? Alors, ce qu'on peut éventuellement faire parmi les outils numériques qu'on peut utiliser dans ces situations d'augmentation, ce qui est beaucoup utilisé, c'est par exemple pour les ROG avec la réalisation d'une grille titane. Donc, on a la possibilité soit de sous-traiter complètement à une société. On va leur envoyer le cone beam. On va déterminer le volume osseux qu'on va vouloir reconstruire. Et en fonction de ça, la société va designer une grille titane spécifique en fonction du volume osseux qu'on veut obtenir. Soit on peut éventuellement nous-mêmes prédécouper une grille titane. D'accord ? On peut acheter des grilles titane à l'unité sous forme de plaques. Et donc, dans ce cas-là, on peut, avec des logiciels qui sont d'accès libre, comme ça s'appelle un Vasilius ou il y a d'autres logiciels, on peut transformer notre fichier ConeBeam en fichier STL
pour pouvoir sortir un modèle, imprimer un modèle de l'os du patient et ensuite préformer une grille sur ce modèle, découpé, prédécoupé, et ensuite on stérilise cette grille et puis on l'utilise en bouche. Donc les outils numériques peuvent nous aider dans cette situation-là. Après, pour ce qui est par exemple des sinus lifts, j'avais tenté les guides d'ouverture de fenêtres. Très compliqué à mettre en place, c'est pas très ergonomique. En fait, ce sont des guides chirurgicaux à appui dentaire qui nous permettent de dessiner le bas de la fenêtre, d'accord? Donc comme ça, au moins, on est sûr d'être bien placé, bien positionné lorsqu'on va réaliser notre fenêtre. Franchement, c'est un petit peu encombrant et pas très ergonomique à utiliser. Donc du coup, je l'ai fait une fois, je l'ai pas fait deux fois. Par contre, ce qui est assez intéressant pour la mise en place d'implants lorsqu'on réalise des augmentations osseuses comme des sinus lifts, la navigation chirurgicale est quand même assez intéressante dans ces situations parce que on fait notre acte classique de comblement sous-sinusien, notre fenêtre, on décolle la membrane, on positionne notre matériau. Et au moment de réaliser notre forage, le fait pour moi, c'est important d'être guidé. Donc, j'avais l'habitude d'utiliser des guides statiques, mais qui sont quand même assez encombrants et un petit peu difficiles à utiliser lorsqu'on fait en simultané un comblement sous-sinusien. Et c'est vrai que l'outil de la navigation est assez intéressant dans ces situations-là. Et on va pouvoir positionner nos implants sans avoir l'encombrement de notre guide. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on pose des implants dans 2-3 mm d'os, au moment du comblement, on a une possibilité de déviation qui est énorme. En fait, on peut positionner notre implant en vestibulo-lingual, on peut avoir des déviations qui peuvent être très importantes. Et parfois, on manque de repères et on peut du coup positionner les implants trop à l'intérieur ou trop à l'extérieur et se retrouver avec du coup des couronnes avec un inversé d'articulé, des choses comme ça, quoi. Donc la chirurgie guidée pour les implantations simultanées dans les comblements sous-sinusiens, moi je le fais systématiquement, sauf si c'est un édentement unitaire. Mais si c'est un édentement plural, systématiquement chirurgie guidée statique ou dynamique pour ces comblements-là. Voilà. Ok. Alors, je crois qu'il y avait une dernière question là, concernant. Bon, tu as déjà pas mal répondu, je pense, mais comment gérer les patients avec une ouverture buccale assez moyenne entre le guide, le contre-angle, les forets qui sont longs. Là, je pense que tu vas me répondre. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que si on utilise la chirurgie guidée statique, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction du système que vous utilisez, vous pouvez avoir des forets de longueurs différentes. Donc évidemment, lorsqu'on utilise un système à cuillère et forêt, avec la possibilité d'avoir des longueurs de forêt plus courtes, on va essayer d'adapter sa planification pour avoir à utiliser le forêt le plus court dans ces situations-là. On ne va pas se retrouver à faire une planification et sur la planification avoir le forêt le plus long. Sinon, on sait d'emblée que ça ne sera pas bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, à part la navigation, quand on a vraiment des ouvertures limitées et qu'on pose des implants dans les secteurs postérieurs, on n'a pas d'autre solution que de réaliser de la navigation chirurgicale si on veut véritablement être totalement guidé. Après, on peut avoir un intermédiaire quand on utilise des guides statiques, c'est-à-dire de positionner le guide et le forêt et le contre-angle en même temps pour gagner un petit peu d'espace pour pouvoir le positionner, mais c'est jamais idéal. Et de toutes les manières, si on le fait, on ne pourra jamais positionner l'implant en chirurgie full guided. Donc du coup, je pense que dans les situations de limitation d'ouverture buccale, il faut véritablement faire en sorte de choisir le plus petit forêt, ou sinon de se dire, on utilise quand même le guide, mais uniquement pour déterminer le point d'émergence de nos implants et l'axe principal de nos implants, mais on ne va pas plus loin. Après, donc peut-être pour conclure, qu'est-ce que tu vois, toi qui est très impliqué donc, dans toutes ces évolutions de la chirurgie guidée au travers de l'Académie de chirurgie guidée, et puis je sais que tu fais partie de cette société européenne là, autour du numérique. Qu'est-ce que tu vois dans les années qui viennent comme évolution, comme nouveauté, comme tendance qui vont encore modifier notre pratique la chirurgie implantaire, elle va
elle va s'orienter vers de plus en plus vers de la navigation qui va être encore plus, comment dire, on va être encore plus guidé, si tu veux. C'est-à-dire qu'on a des systèmes aujourd'hui de robots. En fait, c'est de la chirurgie c'est comme un peu la navigation chirurgicale, mais où tu as ton contre-angle où tu es complètement bloqué dans ton axe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans ta cible, tu as un bras qui va t'imposer un mouvement vertical et de respecter, d'être plus vraiment guidé. Et donc je pense que l'évolution en tout cas de la chirurgie implantaire, elle va de plus en plus vers de la robotisation. Je pense que c'est quasiment sûr que dans un avenir plus ou moins lointain, les implants seront positionnés avec des machines. Hein. Je vois pas quoi. Je pense que ça va pas être l'évolution, c'est pas demain, mais on va tendre vers ça. C'est quasiment sûr. Pour moi en tout cas. Pour moi, je pense que c'est l'évolution, c'est celle-ci. Et après, on sera là pour changer le forêt du robot. Ok, bon, bah écoute, je pense qu'on peut tous te remercier pour cette belle présentation et puis toutes ces réponses que tu as pu nous apporter. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde. Hein. Voilà. Puis n'hésitez pas à interagir. Vous pouvez aller sur le site de l'Académie de chirurgie guidée où vous pouvez nous envoyer des petits messages ou sinon sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions complémentaires, je pourrais y répondre sans souci. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette présentation pour la SFCO. Et puis j'espère qu'on se verra au congrès à Aix au mois de juin. Aix-les-Bains, début mai. Rendez-vous est donné. Début mai, c'est au mois de juin. Début mai ou début juin? Enfin, je commence à être fatigué. N'importe quoi, ouais, mois de juin. Attends, je vais retrouver la date exactement. Que je fasse. Non, ouais, c'est ça, 9-11 juin. Ouais. 9-11 juin pour tout le monde à Aix. Vous pouvez venir un peu à l'avance au mois de mai. Je pense que c'est un beau point pour se balader aussi. Sur la thématique de l'os, donc je pense que ça va être très intéressant. Voilà, donc il y aura aussi également beaucoup d'implantologie et on va sûrement parler de chirurgie guidée. Merci à tout le monde. Merci Marc et puis à très bientôt. À bientôt, ouais. Bonne soirée. Au revoir. Allez,
Thank you.